Dans un manoir luxueux situé dans la partie nord de Saint-Roch, un milliardaire découvrit que plusieurs articles provenant de sa réserve avaient disparu 3 fois en seulement 21 jours. Les soupçons se portèrent naturellement sur sa gouvernante âgée, une femme blanche qui servait sa famille depuis plusieurs décennies. Le lendemain, il la suivit discrètement après son service pour découvrir la vérité. Mais ce qu'il trouva ne révéla pas une voleuse. Cela fit voler en éclats ses certitudes et bouleversa tout ce qu'il croyait savoir. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, dites-moi d'où vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car demain, quelque chose de spécial vous attend. Owen Everett Holmes n'était pas un homme qui laissait échapper les détails. À 32 ans, il dirigeait un groupe de développement multinational, avec une précision habituellement réservée à la neurochirurgie. On le décrivait comme brillant décisif, émotionnellement distant, mais d'une efficacité redoutable. Il s'habillait toujours de costumes sombres, impeccablement repassés. Parlait d'un ton sec qui ne laissait place à aucune interprétation, et évoluait dans la vie comme si chaque seconde, non optimisée, représentait un échec de gestion personnelle. Il n'était pas cruel, il n'était pas chaleureux. Il fonctionnait simplement à un niveau où l'empathie semblait impraticable. Ce matin-là, Owen venait de prononcer le discours d'ouverture lors d'un sommet municipal consacré à l'équité et à la technologie dans le renouvellement urbain. Les applaudissements résonnèrent clairement dans l'auditorium lorsqu'il s'écarta du pupitre. Son costume parfaitement ajusté, captant la lumière comme il fallait. Son intervention construite autour de modèles de données et du rendement éthique des investissements fut saluée comme incisive novatrice et presque visionnaire. Il hocha la tête face aux compliments posa pour les photos demandées, puis se glissa hors de la salle, exactement 2 minutes avant l'horaire prévu. Le trajet du retour, en direction du quartier résidentiel où se trouvait son domaine, fut silencieux. Il n'aimait pas écouter de musique, en voiture cela le distrayait. À la place, il révisait sur sa tablette un tableau de bord, affichant en direct les indicateurs essentiels de son entreprise. Retard de projet, délai de recrutement, efficacité, des livraisons, évaluation des risques d'investissement. Tout était dans les seuils prévus comme il se devait. Son domaine reconnut automatiquement son véhicule à l'approche. Les portails s'ouvrirent, les lumières s'ajustèrent et la porte d'entrée se déverrouilla avant même qu'il n'atteigne la dernière marche. Leila James se tenait juste à l'intérieur comme elle le faisait toujours. Pas de mots superflus, seulement un hochement de tête et un léger ajustement du torchon plié dans sa main. « Bienvenue chez vous, Monsieur Holmes », dit-elle doucement. « Rien d'urgent. »« Non, monsieur. Vos messages sont sur votre bureau. Le dîner sera prêt à 19 heures. » Il hocha la tête, déjà à mi-chemin de l'escalier. Leila ne le suivit pas. Elle retourna à la cuisine, disparaissant dans sa routine. Leila travaillait dans la maison depuis qu'Owen avait 5 ans. Après l'accident qui avait emporté ses parents, c'était elle qui s'était assise à son chevet la nuit, elle qui lui peignait les cheveux avant l'école. Elle qui se souvenait des aliments qui le rendaient malade, des cauchemars qui le faisaient pleurer, et des livres qui l'apaisaient jusqu'à l'endormissement. Elle n'avait jamais demandé de reconnaissance. Elle ne s'y était jamais attendue. Au fil des ans, sa présence était devenue une partie intégrante de la maison, comme le sol poli ou le tic-tac régulier de l'horloge du hall. Plus tard dans la soirée, alors qu'il révisait les derniers rapports de performance d'un partenaire de portefeuille à Singapour, Owen remarqua une alerte dans l'interface de gestion domestique. C'était mineur, 3 signalements en 21 jours concernant des articles manquants dans l'inventaire alimentaire et l'armoire de premier secours. Les quantités étaient les petites, quelques conserves, 2 barres énergétiques, un flacon d'antiseptique, toutes enregistrées comme disparues sans événement associé. Il fixa la notification.
Ce n'était pas suffisant pour déclencher une alarme, mais c'était incohérent. Et Owen ne tolérait pas l'incohérence, ni dans son entreprise, ni dans sa maison. Il consulta les journaux d'accès interne. Seules 4 personnes disposaient d'une autorisation nocturne. Pour la réserve lui-même, son assistante, actuellement en vacances, le chef cuisinier du domaine qui ne travaillait plus le soir depuis plus d'1 mois, et Layla. Son nom apparaissait à 3 dates, toujours entre 22h15 et 22h45, toujours au moment exact des anomalies. Il ne réagit pas extérieurement. Il se contenta de s'appuyer contre son dossier, de fixer l'écran un peu plus longtemps, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la suspicion, quelque chose de plus étrange, de plus froid. La sensation que l'on éprouve quand quelqu'un que l'on pensait connaître ne correspond soudain plus à l'image que l'on s'en faisait. Ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas les fournitures. Il avait largement de quoi remplir 3 maisons. C'était le silence, l'acte non dit. Layla avait accès. Elle connaissait le système. Elle aurait pu demander, mais elle ne l'avait pas fait. Il éteignit l'écran, ferma la tablette et regarda vers le couloir. La maison était silencieuse, impeccable. Layla se trouvait quelque part, pliant du linge ou ajustant l'éclairage pour la soirée, faisant ce qu'elle avait toujours fait, soutenir sa vie, sans jamais occuper le centre de celle-ci. Et pour la première fois depuis des années, Owen réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce que Layla James faisait lorsqu'elle quittait le domaine. Il n'avait aucune idée d'où elle allait, à qui elle parlait, si elle avait de la famille ou des amis, ni même ce qu'elle mangeait le soir lorsqu'elle ne cuisinait pas pour lui. Il connaissait l'heure exacte à laquelle elle se levait, la façon précise dont elle repassait ses poignets de chemise, la température parfaite à laquelle elle faisait infuser son thé. Mais il ne la connaissait pas. Et maintenant, pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore expliquer, cela lui paraissait être un problème. Owen dormit mal cette nuit-là. Il ne se tournait pas dans son lit, il ne marchait pas de long en large, il ne repassait pas les données dans sa tête. Ce n'était même pas ce type d'agitation. C'était une gêne qui vivait juste sous la peau. Une tension, un léger battement dans la poitrine qui refusait toute explication logique. Une forme de malaise qui n'interrompt pas la raison, mais qui la défie doucement, sans bruit. Au matin, la sensation n'avait pas disparu, et le soir suivant, elle s'était transformée en décision. Il demanda à son assistante d'annuler sa dernière réunion. Pas de détails, simplement un report. Il déclina le dîner prévu avec les investisseurs de Toronto. Puis, juste après 21h30, Owen monta dans sa propre voiture une berline électrique noire, dont les vitres s'assombrissaient sur simple pression d'un bouton, et quitta le domaine en conduisant lui-même. Il prit la route longue à travers la ville, non pas l'itinéraire rapide, mais les rues de surface, en passant devant les banques qui portèrent son nom en lettres de verre, puis devant les immeubles de grande hauteur, dont il connaissait chaque locataire, chaque rendement, chaque marge. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, seulement qu'il ne pouvait plus l'ignorer. À 22h15, il était garé au bout de la rue du domaine son domaine. De cet angle avec les fenêtres obscures et les lumières automatisées, la maison semblait être un décor, pas un foyer. Depuis l'intérieur de la voiture, il observa Layla sortir par le petit portail latéral, portant le même sac en toile qu'il avait vu plié dans la buanderie quelques jours plus tôt. Elle portait un long manteau gris, du genre qui garde la chaleur et les questions à distance, et une écharpe soigneusement nouée autour du cou. Ses pas étaient réguliers, ni pressés, ni furtifs, simplement délibérés. Owen attendit qu'elle tourne au coin de la rue, puis la suivit. Elle ne prit pas de voiture. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, attendit sous un lampadaire vacillant, puis monta dans un bus de la RATP en direction de la banlieue Est. Owen la suivit en silence, jamais trop près, toujours juste assez loin. Plus ils avançaient, plus le décor changeait. Les trottoirs impeccables laissèrent place à un bitume fissuré.
Les immeubles de standing se transformèrent en blocs de briques noircis par le temps. Les vitrines s'éteignirent. Le bruit des rues passa du bourdonnement animé de la vie nocturne au ronflement monotone des machines fatiguées et des radios lointaines. Lorsque Leila descendit du bus, elle se déplaça dans le quartier, comme quelqu'un qui y vivait depuis des années. Sans hésitation, sans confusion, elle tourna dans une ruelle étroite, passa devant une laverie fermée, puis entra dans un petit immeuble aux murs écaillés et aux fenêtres protégées par des barreaux. L'enseigne au-dessus de la porte, à moitié effacée, indiquait « Centre social pour la jeunesse ». Owen se gara plus loin dans la rue et s'approcha à pied. Il s'arrêta juste avant l'entrée. Il regarda à travers la fenêtre latérale. Pas pour espionner, se dit-il, mais pour observer, pour comprendre. À l'intérieur, Leila disposait de la nourriture sur une table pliante. Des boîtes en plastique soigneusement remplies et clairement étiquetées, pas des contenants luxueux, mais ce qu'on trouve dans les cantines ou les salles paroissiales. Elle posa du riz, des haricots, des légumes cuisinés, du pain moelleux et une soupe. La vapeur montait légèrement des récipients embuant l'air. Autour d'elle, une douzaine d'enfants âgés de 5 à 12 ans, peut-être, attendaient en ligne calme. Ils ne se précipitèrent pas. Ils la connaissaient. Une fillette d'environ 8 ans demanda « D'où vient cette nourriture ?»« Mademoiselle Leila. » Leila sourit, un sourire chaleureux, mais fatigué. De bonnes personnes qui n'en avaient pas besoin. Et j'ai fait en sorte qu'elle arrive ici, tant qu'elle pouvait encore servir. La fillette hocha la tête. Pas de questions supplémentaires, seulement de la gratitude. Leila lui tendit une assiette, puis passa au suivant. Owen ne bougea pas. Il ne respira même pas pendant une seconde. Ce n'était pas de la honte qu'il ressentait. Pas encore. C'était autre chose. La piqûre vive, presque enfantine, de ne pas être digne de confiance, de ne pas être inclus. Elle aurait pu demander. Elle aurait pu en parler. Mais à la place, elle avait pris quelque chose qui lui appartenait si minime que cela puisse paraître, et l'avait emporté comme si c'était à elle de décider. Ce n'était pas la nourriture. Bien sûr que ce n'était pas la nourriture. C'était le fait qu'elle avait choisi de ne rien dire, qu'elle avait estimé devoir contourner son autorité plutôt que de travailler avec lui. Qu'après tout ce qu'ils avaient à partager, des décennies d'une coexistence tranquille et fonctionnelle, elle ne le considérait toujours pas comme un homme à qui l'on peut venir demander de l'aide. Elle avait pris une décision. Et il en avait été exclu. Il la regarda encore un moment, les bras croisés, l'air épais autour de lui. Leila ne ressemblait pas à quelqu'un qui essayait de cacher quelque chose. Elle ressemblait à quelqu'un qui faisait exactement ce qu'elle jugeait nécessaire. Calme, ferme, stable. De la même manière qu'elle repassait ses chemises, préparait ses valises ou pliait les coins de ses draps. Sauf que maintenant, elle le faisait pour quelqu'un d'autre, sans sa permission. Owen se détourna finalement de la fenêtre et retourna lentement vers sa voiture. Les rues étaient toujours calmes. Le ciel pesait bas et gris. Lorsqu'il s'installa dans le siège du conducteur, il ne démarra pas le moteur. Il resta là les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur le tableau de bord, réfléchissant à l'étrangeté de se sentir exclu de quelque chose qui concernait pourtant son propre nom, sa propre propriété, sa propre maison. Il n'était pas en colère, pas au sens où les gens imaginent la colère. Mais il ressentait quelque chose. Il ne savait simplement pas encore quel mot y mettre, et cela le troublait plus qu'il ne voulait se l'avouer. Le lendemain après-midi, Owen se retrouva devant un bâtiment qu'il n'aurait jamais remarqué un autre jour. Bas ancien beige avec une peinture qui s'écaillait. L'entrée était fissurée et la sonnette semblait hors d'usage depuis une décennie. 3 boîtes aux lettres étaient scotchées, les noms écrits au marqueur indélébile. Il avait garé sa voiture à l'angle de la rue, parcouru la dernière portion à pied et se tenait maintenant au pied d'un escalier étroit en se demandant ce qu'il faisait là.
Il savait pourquoi, mais ne comprenait pas encore tout à fait. Il monta lentement. La cage d'escalier sentait légèrement le produit ménager et les oignons frits. Le couloir était sombre, l'éclairage vacillant. Il s'arrêta devant la porte, portant le numéro 2B, et frappa 2 fois. Personne ne répondit immédiatement, puis au moment où il allait frapper à nouveau, la porte s'ouvrit. Un petit garçon se tenait là, 9 ou 10 ans tout au plus mince, avec de grands yeux et une curiosité prudente. Il portait un sweat usé et des chaussettes dépareillées. En levant les yeux vers Owen, il ne sursauta pas. Il se contenta de cligner des paupières. « Vous êtes Monsieur Owen ?» Owen hésita. « Oui, ta grand-mère est là. »« Pas encore. Elle est encore au centre. Vous voulez entrer. » Owen ne savait pas quoi répondre. Il entra lentement, presque incertain de son propre poids. L'appartement était petit et impeccable. Les murs étaient défraîchis, mais décorés de photos de famille, d'images religieuses et de dessins faits à la main, certains clairement réalisés par l'enfant. Les meubles étaient propres, mais de seconde main, arrangés avec soin. Dans un coin se trouvait une étagère remplie de livres de poche, leurs tranches usées par le temps. « Vous voulez de l'eau ?» demanda le garçon. Owen ouvrit la bouche puis la referma. « Oui. » Le garçon disparut dans la cuisine et revint avec un verre. « Elle est tiède. Le frigo ne fait plus de froid. » Owen prit le verre. « Merci. »« Vous êtes différent des photos. Plus vieux. » »« Quelle photo ?» Le garçon pointa du doigt un petit cadre posé sur une étagère près du canapé. Owen s'en approcha et y vit une photo de journal en noir et blanc granuleuse, le représentant enfant, 8 ans peut-être, lors d'une cérémonie d'inauguration avec son grand-père. Derrière eux, à peine visible, se tenait Leila un clipboard sous le bras. « Ma grand-mère dit que vous étiez un gentil garçon, juste silencieux, toujours en train de réfléchir. » Owen ne sut pas comment répondre. Il observa la pièce. Sur le mur près de la cuisine, il remarqua un certificat encadré. Le papier était jauni, les coins recourbés. Il s'en approcha pour lire « Diplôme d'infirmière auxiliaire, région Île-de-France, délivré en 1986. » « Ta grand-mère était infirmière ?» demanda-t-il. « Oui, mais elle a arrêté le jour où quelqu'un a dit qu'il ne voulait pas d'une femme blanche comme elle pour s'occuper de son bébé. » Ça fait longtemps. Owen regarda à nouveau le certificat. Il ne dit rien. « Elle a essayé de faire du bénévolat dans des cliniques après ça, » ajouta le garçon. Mais elle disait qu'elle en avait assez d'être remerciée avec du silence. Il y avait quelque chose de tranchant dans cette phrase. Owen sentit cela se loger dans sa gorge. « Elle travaille beaucoup, » continua le garçon. « Et elle ne prend jamais rien de chez vous, sauf ce que les gens allaient jeter, comme la nourriture du frigo, quand elle essaie de bientôt périmer. Elle vérifie toujours les dates. Elle dit qu'elle ne donnerait jamais quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un. » Owen s'assit sur la coudoir du canapé. Il ne faisait pas confiance à l'ossature fragile du meuble pour supporter son poids. « Comment tu t'appelles ? » ?»« Louis. »« Enchanté, Louis. » Louis hocha poliment la tête. « Vous êtes déjà venu ici ? » ?»« Non, » répondit Owen presque à voix basse. Louis regarda autour de lui. « C'est pas très beau, mais c'est sûr. Mamie dit que c'est ce qui compte le plus. » Owen acquiesça ses yeux, s'attardant sur les détails. Une pile de documents médicaux reposait sur le bord de la table. L'un était un formulaire de prise en charge à moitié rempli. Un autre était une liste de médicaments avec des dates et des coches. À côté de ces documents se trouvait une bouteille d'antalgique générique à moitié vide. Tout dans cette pièce racontait une histoire qu'Owen n'avait jamais demandé à entendre. Non pas parce qu'il s'en moquait, mais peut-être précisément parce qu'il ne voulait pas risquer de se soucier plus que ce que sa position lui permettait. La porte s'ouvrit. Leila entra un sac de course à la main et s'arrêta lorsqu'elle aperçut Owen. Pendant un bref instant, ses sourcils se levèrent de la surprise. Clairement,
Mais cela se dissipa rapidement, remplacé par quelque chose de plus doux, plus curieux que méfiant. « Eh bien, » dit-elle en posant le sac, « ça c'est inattendu. » Owen resta debout, ne sachant s'il devait s'excuser ou expliquer. Leila regarda successivement Owen, puis Louis. « Il vous a proposé de l'eau. »« Au moins, il a fait ça. »« Oui, » répondit Owen. « Je l'ai bien élevé. » Elle retira son manteau, le suspendit soigneusement sur un crochet près de la porte, puis se tourna vers lui. « J'allais préparer quelque chose de simple pour le dîner. Vous avez faim. » Owen hésita. « Ça ne vous empoisonnera pas, monsieur Holmes, » ajouta-t-elle avec un léger sourire. « Juste des lentilles et du riz. » Il hocha la tête une fois. « Très bien. » Leila se mit à cuisiner rapidement. Louis l'aida à mettre la table avec une assurance tranquille. Owen observait tout cela comme un visiteur, dans un pays qu'il n'aurait jamais étudié. Leila se mouvait différemment ici. Pas de prudence, pas de retenue. Juste elle-même. Et c'était la première fois qu'il réalisait qu'il ne l'avait jamais vue être cette personne-là. Pendant le repas, ils parlèrent de petites choses des livres de la météo de la semaine, d'un professeur qui disait que Louis avait du potentiel. Rien ne fut dit concernant le travail, la maison ou la nourriture qui passaient de l'un à l'autre. C'était juste un dîner. Ordinaire, bienveillant. Et pourtant, à la fin du repas, lorsque Louis apporta les assiettes à l'évier, Owen sentit quelque chose se déposer en lui, un sentiment inattendu. Une forme de paix mêlée d'inconfort. Parce que cette version de Leila riant avec son petit-fils, expliquant comment cuire le riz, sans gaspiller de gaz fredonnant doucement en rinçant les assiettes, était tellement éloignée de l'ombre silencieuse qui pliait ses chemises qu'il n'était plus certain de savoir laquelle était la véritable. Ou pire encore, s'il l'avait jamais connue. Le trajet du retour sembla plus long qu'il ne l'aurait dû. Les rues étaient presque vides, baignées d'une lumière jaune douce, provenant des lampadaires du début de soirée. Owen gardait les deux mains sur le volant, les yeux fixés devant lui, bien que la route ne lui parût qu'à peine réelle. Son esprit était encore dans ce petit appartement au sol irrégulier, rempli de photos délavées. Avec ce garçon tranquille, et cette femme qui, pendant 2 décennies, avait traversé sa vie avec la régularité d'une horloge. L'odeur des lentilles imprégnait encore sa veste. Il n'avait pas dit grand-chose en partant seulement « merci ». Leila ne lui avait pas demandé pourquoi il était venu. Elle n'avait pas insisté. Et d'une certaine manière, cela le troublait encore plus que si elle l'avait interrogé. Quand il arriva chez lui, la maison l'accueillit comme d'habitude. Les lumières s'ajustèrent, la température se stabilisa. Un léger carillon retentit pour signaler son retour. Mais rien ne sonnait juste ce soir-là. Rien. Il traversa le salon et la cuisine sans s'arrêter et alla directement à son bureau. Les écrans s'allumèrent avant même que ses doigts ne touchent un clavier. Le tableau de bord central clignotait avec efficacité, planning de projets indicateurs d'investissement, contrôles environnementaux, registres domestiques. Il ignora tout cela et ouvrit le système d'inventaire. Il consulta de nouveau les rapports signalés. 3 incidents sur 21 jours, chacun mentionnant des articles manquants ou non comptabilisés dans le garde-manger ou l'armoire médicale. Les alertes avaient été générées automatiquement, en raison d'écarts entre les quantités prévues et les quantités enregistrées. Il passa chaque fiche en revue, cette fois lentement. Au premier regard, tout semblait indiquer que les horaires de Leila correspondaient exactement aux anomalies. Mais maintenant, après tout ce qu'il avait vu, ressenti et compris, il regarda plus attentivement. Il ouvrit les scans horodatés du stock. Le personnel de cuisine devait répertorier chaque semaine les aliments périmés ou à éliminer. La plupart le faisaient, mais pas tous. Il remarqua alors quelque chose de nouveau. Chaque jour signalé, il existait une entrée correspondante du sous-chef, indiquant « substitution de menu ».
Quelques lignes plus bas, un article était marqué pour élimination. Non pas retiré, simplement marqué. Mais l'enregistrement final de suppression manquait. Il utilisa la clé de dérogation du système et exécuta un audit. Parmi les 10 produits alimentaires signalés comme manquants, 7 avaient été enregistrés plus tôt dans la journée comme destinés au rebut, parce que proches de la date limite ou légèrement abîmés. Mais l'action d'élimination n'ayant pas été validée, personne n'ayant scanné l'article en sortie d'inventaire, le système les comptait toujours comme présents. Les 3 autres avaient été classés par le logiciel de restauration comme non conformes, des produits qui ne seraient pas servis officiellement en raison d'un défaut d'aspect ou d'emballage. Tous identifiés comme déchets. Aucun officiellement retiré. Il fixa l'écran. Le curseur clignotait lentement au bord du tableau de données. Il passa ensuite au registre de l'armoire à pharmacie. Même problème. Un flacon d'antiseptique en vente libre dépassé de 48 heures. Un autre de traitement pour les allergies dont le bouchon manquait. Une boisson nutritionnelle dans un emballage endommagé. Tous les articles étaient en programmé pour remplacement. Aucun n'avait été scanné en sortie. Tous signalés comme manquants. Ce que le système qualifiait de violation n'était en réalité qu'une omission humaine, une petite rupture dans le protocole, une tâche inachevée, une étape sautée. Et Leila, agissant avec le soin et le silence qui la caractérisaient, avait probablement vu ce que personne d'autre ne prenait la peine de remarquer que ces articles, bien que techniquement périmés, étaient encore sûrs, encore utilisables, encore capables de servir quelqu'un qui en avait besoin. Il s'adossa à son fauteuil. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur douce des écrans. Il se frotta l'arête du nez et ferma les yeux. Il n'y avait ni vol, ni tromperie, ni trahison, seulement un acte invisible, non dit, de correction discrète de récupération de service. Et il avait supposé le pire. Elle n'avait rien fait de mal. Il ne l'avait pas accusée, il ne l'avait pas affrontée, mais il avait douté d'elle, ne serait-ce qu'un instant. Et pire encore, il ne la connaissait pas assez pour savoir qu'il aurait dû penser autrement. Il ouvrit le dossier du personnel, intitulé « James Leila ». Il était maigre. Date d'embauche historique. De paye contact d'urgence aucun. Dossier de performance impeccable. Il cliqua sur la section « Notes ». Vide. Pas une seule entrée. 27 ans de présence. Aucun incident. Aucune reconnaissance. Aucune mention. Il se pencha à nouveau et tapa dans la case de saisie. Divergence résolue. Aucune autre action requise. Erreur humaine la mienne. Il enregistra la note puis ferma le dossier. Ferma le système. Resta assis dans le silence. Il pensa à l'eau tiède que Louis lui avait servie, aux chaussettes dépareillées, à la manière dont Leila avait proposé le dîner sans obligation, simplement avec naturel, comme si l'accueillir dans son monde n'était pas un poids, mais une évidence. Il pensa à la photo de lui sur son meuble, aux documents médicaux empilés près du canapé, au certificat d'une carrière terminée, non par manque de compétences, mais par préjugés. Il avait passé sa vie à construire des systèmes, à optimiser des processus, à éliminer les inefficacités. Il croyait dans la clarté, en l'épreuve, en le contrôle. Mais ce soir, ce qui l'ébranlait n'était ni un échec du système, ni un défaut de logique. C'était son incapacité à avoir à demander à savoir. Et il se demanda pas pour la première fois, ce soir-là, combien d'autres personnes avaient traversé sa vie sans qu'il ne les remarque. Non pas parce qu'elles étaient silencieuses, mais parce qu'il n'avait jamais pensé à écouter le bruit qu'elles ne faisaient pas. Il se leva enfin et sortit dans le couloir. La maison toujours aussi efficace éclaira son chemin d'une lumière douce, mais elle lui sembla plus froide, non pas parce que la température avait changé, mais parce que quelque chose en lui, oui. Il passa devant la cuisine, s'arrêta un instant, puis revint sur ses pas et ouvrit le cellier. Tout était aligné
étiqueté, réapprovisionné parfait et dénué de sens. Il referma la porte, éteignit la lumière et alla se coucher. Non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Demain, pensa-t-il, il le saurait. 3 jours passèrent avant qu'Owen ne revienne, non pas parce qu'il voulait éviter quoi que ce soit, mais parce qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il apportait avec lui en revenant. Les mots n'étaient pas suffisants. Une excuse lui paraissait insuffisante, et tout ce qui dépassait cela semblait présomptueux. Mais le 3e soir, juste après le coucher du soleil, il se retrouva de nouveau devant cette porte étroite, portant le numéro 2B. Sa main se leva pour frapper, avant même qu'il n'ait le temps de trouver une raison de ne pas le faire. La porte s'ouvrit plus vite que la dernière fois. Leila se tenait là portant un simple pull de maison et un jean les mains encore humides de vaisselle. Elle s'arrêta en le voyant son expression indéchiffrable, puis s'écarta sans un mot pour le laisser entrer. Owen prit cela comme une permission. À l'intérieur, l'appartement était calme. Louis était étendu sur le canapé, enveloppé dans une couverture, le front perlé d'une fine sueur. Un humidificateur émettait un souffle doux dans un coin. Leila fit signe à Owen de s'asseoir dans le fauteuil en face du canapé, puis disparut un instant dans la cuisine avant de revenir avec une tasse de thé chaud. Elle la lui tendit sans un mot, puis s'installa lentement à la table, ses yeux fixés sur le garçon. « Depuis combien de temps est-il malade ?» demanda Owen la voix basse. « 3 jours. Fièvre légère, respiration sifflante, tout nocturne. La même chose que l'hiver dernier, répondit-elle. L'asthme chez les enfants, ça va, et ça vient. Il hocha la tête. Il a vu un médecin. Elle le regarda droit dans les yeux. Bientôt. Il n'insista pas. Il observa la pièce à nouveau, désormais plus familière que étrangère. Les dossiers médicaux étaient toujours empilés près du canapé. Le même certificat d'infirmière auxiliaire était accroché de travers près de la salle de bain. Une nouvelle boîte de médicaments sur ordonnance reposait à moitié vide sur le comptoir, son étiquette presque décollée par la condensation. « J'ai tout vérifié, » dit-il doucement. « Les registres, l'inventaire, les alertes. Ce n'était jamais toi, c'était le système. Ou plutôt, moi qui n'ai pas su remettre le système en question plus tôt. » Leila ne broncha pas. Elle prit une serviette et tamponna délicatement le front de Louis, puis resserra la couverture autour de ses épaules. Elle ne répondit pas. « Tu devrais avoir un endroit meilleur que celui-ci, » ajouta-t-il. Cela la fit le regarder de nouveau, son expression calme mais limpide. « J'en avais un, » dit-elle. « Un rez-de-chaussée avec 2 chambres près d'une bonne école. C'était avant que ma fille tombe malade. Nous l'avons vendu pour payer les traitements. Ce que nous n'avons pas vendu est parti dans les dettes. Puis elle est morte. Puis Louis est tombé malade. Puis le centre a perdu ses financements. Alors j'ai commencé à amener les enfants ici après les heures d'ouverture. » Son ton ne devint jamais amer, simplement factuel. « Vous gagnez largement assez pour vous offrir un autre logement, » dit Owen avec prudence. « Mon salaire couvre le loyer, la nourriture et les médicaments, » répondit-elle. « Il ne couvre pas la stabilité, Monsieur Holmes, et ça de nos jours, ça coûte plus que de l'argent. » Il se pencha en avant. « Alors laissez-moi vous aider. »« Vous l'avez déjà fait, » dit-elle en indiquant la tasse entre ses mains. « Vous êtes revenu. » Il posa le thé. « Je peux faire davantage. Je veux le faire. » Elle sourit doucement. « Owen, je ne vous ai jamais reproché les années entre nous. Vous étiez un enfant quand je suis entré dans votre vie et vous êtes devenu un homme avec des responsabilités que je ne peux même pas imaginer. Je vous ai vu construire votre monde. Je n'ai jamais attendu d'en faire partie. J'étais là pour maintenir l'équilibre pendant que vous avanciez. C'était mon rôle, et je l'ai accepté avec fierté. » Elle marqua une pause, le regarda pleinement. « Je vous aime
comme un fils, mais je ne me suis jamais prise pour votre mère. Je connaissais ma place, et je ne vous ai jamais blâmé pour la distance. J'espérais seulement que si la vie vous ramenait un jour ici, vous sauriez que la porte était ouverte. Owen avala difficilement. Alors, laissez-moi y rester maintenant. Pas pour réparer le passé, juste pour être là. Tel que vous êtes, répondit-elle, et cela compte, plus que vous ne le croyez. Louis remua, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Leila s'agenouilla près de lui souffla quelques mots à l'oreille, puis se leva pour prendre un nébuliseur dans le petit placard. Elle le brancha, plaça le masque sur son visage et l'alluma. Owen observa, sentant quelque chose se tordre en lui. Il avait vu des dossiers médicaux, des pertes de fin de trimestre, même des opérations de sauvetage dans des affaires compromises. Mais il n'avait jamais resté immobile à regarder quelqu'un prendre soin d'un autre de cette façon. Quelqu'un qui ne demandait rien en retour. « Laissez-moi l'emmener chez mon médecin, dit-il. Ce soir, il ne respire pas bien. » Leila hésita. « Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous n'aurez rien à payer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » « Maintenant, si, » répondit Owen fermement. Ils se regardèrent longuement. Enfin, Leila se leva. « Je vais lui mettre ses chaussures. » Le hall de l'hôpital sentait l'antiseptique et la peinture fraîche. Owen filait 100 pas, tandis que Leila était assise à côté de Louis dans la salle d'attente. Le garçon s'appuyait contre son épaule, les yeux mi-clos. Elle lui caressait les cheveux, sans dire un mot. L'infirmière les appela au bout de 20 minutes. Owen insista pour rester. Il se tint près du médecin, répondit aux questions, compléta les informations manquantes. Il observa Louis être examiné, scanné, stabilisé. Le pédiatre prescrivit un nouvel inhalateur, une injection de corticoïdes et une observation de 2 jours. Owen signa chaque formulaire sans sourciller. Plus tard dans le couloir, Leila s'approcha de lui. Ses épaules étaient tendues, mais sa voix restait calme. « Vous avez fait tout ça sans me demander. »« Je sais. Je vous ai dit que nous ne sommes pas un cas social. »« Vous ne l'êtes pas, » répondit-il. « Mais je vous dois plus que de la charité. Je vous dois tout ce que j'ai oublié de voir. » Leila le regarda comme si elle tentait de décider s'il fallait accepter cette vérité ou s'en protéger. Finalement, elle soupira. « Il a besoin de plus que des prescriptions. Il a besoin d'espoir. »« Moi aussi, » dit Owen. « Et je crois que vous m'en avez donné que vous l'ayez voulu ou non. » Elle hocha la tête lentement. « Alors, ne disparaissez pas quand les choses deviendront difficiles. » « Je ne partirai pas. » Cette nuit-là, Owen resta à l'hôpital. Il n'appela pas son assistante. Il ne répondit pas aux 37 messages non lus des membres du conseil et des investisseurs. Il resta assis dans le couloir, écoutant le bip régulier du moniteur à travers l'entrebâillement de la porte, réfléchissant à tout ce qu'il ne savait pas dire et à toutes les façons dont il pouvait commencer à agir plutôt que parler. À un moment donné, Leila lui apporta une couverture, pliée soigneusement, pas un mot, juste un regard. Il la déplia, l'installa sur ses épaules et ferma les yeux. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce que pour la première fois depuis des années, il se sentait assez en sécurité pour se reposer. Il était presque midi lorsque Geneviève entra dans le bureau d'Owen sans frapper. Elle avançait avec la même précision tranchante que toujours ses talons, résonnant doucement sur le marbre, une chemise beige sous le bras, ses lunettes de soleil posées sur la tête, comme si elle sortait d'une réunion au sommet. Elle ne parla que lorsque la porte se referma derrière elle. « Vous avez manqué 2 réunions de planification stratégique cette semaine, » dit-elle. Owen leva les yeux de son écran, cligna une fois. Je les ai reprogrammés sans explication. Je ne pensais pas qu'il en fallait une. Geneviève expira par le nez, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à gérer quelque chose de désagréable mais nécessaire.
Elle fit un pas de plus et posa le dossier sur son bureau avec soin, comme on dépose une pièce à conviction. « Les gens parlent, dit-elle. Les investisseurs, les partenaires, votre absence se remarque. Ils veulent savoir si vous dirigez toujours l'entreprise ou si vous décrochez. » Owen referma son ordinateur portable sans toucher au dossier. « Je ne décroche pas, dit-il. Je choisis simplement où être présent. » Geneviève haussa un sourcil. « Et où exactement? » »« Au chevet d'un petit garçon à l'hôpital, le petit-fils de ma gouvernante. Il ne s'y a pas. Il a un prénom. C'est Louis. Et elle n'est pas juste une gouvernante. » Geneviève croisa les bras. « Je ne suis pas ici pour remettre en question votre empathie, Owen. Je suis ici parce que nous avons construit quelque chose ensemble, quelque chose de réel, de solide, de puissant. Et vous êtes en train de le mettre en péril en laissant vos émotions guider vos décisions. » Il se leva lentement, non pour l'intimider, mais pour la regarder droit dans les yeux. « Que pensez-vous que nous avons construit? La stabilité, l'autorité, la réputation, l'image. » Aussi, admit-elle sans s'excuser. Et dans notre monde, l'image est tout. Owen contourna son bureau et s'appuya sur son bord, les bras croisés. « Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu cette semaine. J'ai vu un enfant lutter pour respirer pendant que sa grand-mère faisait les 100 pas dans une salle d'attente d'hôpital en essayant de rester calme. J'ai vu des formulaires qu'elle ne pouvait pas se permettre de signer. J'ai vu une femme qui n'a jamais rien demandé à personne tenir debout avec une cuillère en plastique et une bouillotte. Et j'ai vu un système. Mon système qui ne la prenait pas en compte. Pas parce qu'elle était invisible, mais parce que je n'avais jamais pris la peine de regarder. » Geneviève se radoucit légèrement, mais ne céda pas. « Et en quoi cela aide-t-il le conseil d'administration? » « La fondation votre nom. » Owen inspira profondément. « Cela m'aide à devenir quelqu'un qui mérite de porter ce nom. » Un long silence s'étira entre eux. Elle regarda vers la fenêtre, la mâchoire serrée. « Tu sais à quel point nous avons travaillé dur pour amener l'entreprise où elle est. Combien de choses nous avons refusées. Combien d'apparences nous avons dû préserver. Et maintenant, tu balances tout ça dans un centre communautaire avec des pancartes peintes à la main. »« Non, répondit-il. Je choisis de soutenir quelque chose qui n'a jamais eu de pancarte, qui n'a jamais eu d'attention. Quelque chose où des gens comme nous ne se sont jamais présentés juste pour écouter. » Et Geneviève fit un pas vers lui. « C'est de la culpabilité. Parce que si c'est ça, ça passe. Ça passe toujours. » « Ce n'est pas de la culpabilité, dit-il. C'est de la gratitude et de la clarté. Je commence à voir à quel point j'étais petit dans le monde que je croyais diriger. » Ses yeux se plissèrent. « Et maintenant quoi? Tu veux tout recommencer. Devenir un mentor, un héros. » Il secoua la tête. « Non, je veux juste être quelqu'un de bien. Et ça, c'est un bon début. » Geneviève jeta un regard au dossier sur le bureau. « Le conseil pose des questions. Si tu continues à faire des versements non approuvés à des causes externes sans cadre stratégique, tu risques de perdre la confiance de vote. Alors qu'il vote. » Elle le regarda encore un instant, puis soupira sa voix plus basse. « Avant, quand les choses devenaient compliquées, tu m'appelais en premier. » « Ce n'est pas compliqué, répondit-il. C'est simple. Je veux que le monde dans lequel je vis inclue des gens comme Leila et Louis, pas seulement des gens qui les dirigent. » Sa bouche se crispa, comme si elle voulait argumenter, mais qu'aucun mot ne venait. « Tu voyais tout en structure, dit-elle. Maintenant, tu poursuis des ombres. »« Non, répondit Owen. Maintenant, je poursuis ce qui est vrai. » Geneviève tendit la main vers le dossier, hésita, puis le laissa sur le bureau.
J'espère que tu sais ce que tu fais, Owen. Je le sais, enfin. Elle avança vers la porte, s'arrêta, regarda par-dessus son épaule. Ne perds pas tout en essayant de sauver un seul morceau de toi-même. Il esquissa un sourire léger. Peut-être que je n'essaie pas de sauver un morceau. Peut-être que j'essaie d'en construire un nouveau. Quand elle fut partie, la pièce devint plus lourde un instant, puis étrangement plus légère. Il retourna à son bureau, prit le dossier et le posa sur le côté. Puis il ouvrit une page blanche et commença à rédiger une structure de financement personnel, une qui ne demandait aucune permission, une qui ne répondait qu'aux personnes qu'elle servait. Pas pour la reconnaissance, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement ce qu'il défendait. Louis ouvrit les yeux en silence. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital était sombre. Les stores à moitié tirés, une lumière grise, filtrant sur le côté comme si elle hésitait à entrer. Owen était déjà là, assis dans le fauteuil d'angle, avec un livre de poche sur les genoux, son téléphone posé face contre la table. Il n'était pas parti de toute la nuit. Il n'avait rien dit lorsque les infirmières étaient dépassées vérifier les constantes à 2 heures, puis à 4 heures. Il était resté là, observant les moniteurs et écoutant la respiration douce d'un enfant derrière un masque d'oxygène. Louis cligna plusieurs fois des yeux, puis retira lentement le masque. « Vous vous êtes endormi ici. » Owen leva les yeux de la page qu'il ne lisait pas vraiment. « Oui. » « Dans ce fauteuil. » Owen hocha la tête. « Ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. » Louis sourit faiblement de travers. « Vous n'êtes pas très bon pour dormir, hein? »« Pas vraiment, » admit Owen. « Mais j'apprends. » Le garçon bougea légèrement sous la couverture. « Vous avez apporté le livre sur l'espace. » Owen tendit la main dans son sac, sans un mot, et en sortit 3. L'un des livres parlait du système solaire, un autre des astronautes, et le 3e contenait de grandes pages brillantes, remplies d'images télescopiques de l'espace profond. Owen les présenta comme un magicien, révélant son meilleur tour. « À toi de choisir, dit-il. » Louis prit celui avec les étoiles et les trous noirs et l'ouvrit délicatement, comme s'il craignait qu'il disparaisse. Owen rapprocha sa chaise et commença à lire sa voix douce mais stable. Leila apparut à la porte 15 minutes plus tard. Elle les observa longtemps sans les interrompre. Son manteau était encore boutonné et un sac en papier pendait à son poignet. Elle ne dit rien au début, posa simplement le sac sur l'appui de fenêtre, puis s'assit à l'autre bout de la pièce, laissant les mots d'Owen remplir l'espace entre eux tous. Après un moment, Louis s'endormit à nouveau, le livre posé sur sa poitrine. Owen regarda Leila. « Il va mieux, dit-il. » Elle hocha la tête. « Je reconnais les signes. » Owen se leva et marcha vers elle, lui tendant le café qu'il avait acheté plus tôt. Elle l'accepta sans protester. Pendant quelques minutes, ils restèrent là silencieux, à regarder Louis respirer. « Il m'a demandé si je viendrais le week-end prochain, » dit Owen. Leila le regarda brièvement, puis tourna à nouveau les yeux vers l'enfant. « Et qu'avez-vous répondu? »« Que je lui ai dit de me garder une place. » Elle sourit un sourire discret, mais réel. « Il vous aime bien, ça veut dire quelque chose. »« Il me voit, » murmura Owen. « Et je crois que ça veut dire tout. » 2 jours plus tard, lorsque Louis fut autorisé à sortir, Owen insista pour les ramener chez eux. Leila n'argua pas. Elle s'assit sur la banquette arrière, une main posée sur l'épaule de son petit-fils, tandis que la voiture serpentait dans la ville. Ils parlèrent peu et n'en avaient pas besoin. C'était un silence construit par l'expérience partagée, pas par l'évitement. En aidant à monter les sacs jusqu'à l'appartement, Louis leva les yeux vers Owen depuis le palier. « Vous revenez demain. » Owen s'arrêta, ajustant la sangle du sac sur son épaule. « Je serai là avant même que tu termines ton petit déjeuner. » Louis sourit et poussa la porte.
Le samedi suivant, Owen se retrouva de nouveau au centre communautaire. Cette fois, il n'attendit pas d'invitation. Il arriva, retroussa ses manches et commença à empiler les chaises pliantes. Le lieu était plus animé que d'habitude. Quelques bénévoles installaient des coins lecture, des parents déposant leurs enfants en avance. Layla était déjà là, alignant des gobelets en plastique près d'une grande glacière de jus. Elle leva les yeux surprise, mais pas déstabilisée. « Vous êtes revenu. Je vous l'avais dit. »« Oui, » répondit-elle en lui tendant une pile de serviettes. « Mais les gens disent beaucoup de choses quand ils se sentent nécessaires. » Il ne répondit pas. Il se mit simplement à arranger les gobelets. Une petite fille d'environ 6 ans tira sur sa manche 10 minutes plus tard. « C'est vous le monsieur avec les livres. » Owen s'agenouilla. « Peut-être. Tu aimes lire quoi? » Elle pencha la tête. « Les dragons, mais seulement les gentils. » « Laisse-moi voir ce que je peux faire. » À midi, un groupe d'enfants avait commencé à l'appeler « Tonton O ». Le surnom avait commencé comme un murmure, puis était devenu un petit cœur quand il accepta d'animer l'heure du conte. Il ne s'en formalisa pas. En vérité, il rit un véritable rire lorsqu'un enfant lui tendit un dessin intitulé « Tonton O et les super lecteurs ». Il le garda dans la poche de son manteau tout le reste de la journée. Plus tard, alors que les enfants partaient avec leurs parents, Layla se tenait à la porte, une tablette à la main, cochant les noms et rappelant doucement les devoirs et les goûters. Owen s'adossa au mur opposé, l'observant. Elle était posée, patiente maîtresse de la situation, mais différente, plus légère. Quand la salle fut enfin vide, elle s'approcha de lui et lui tendit une bouteille d'eau. « Vous avez géré l'excès de sucre mieux que prévu. »« J'ai géré des rachats d'entreprise, » répondit-il. « C'était plus difficile. » Elle rit. Pas un grand rire, mais assez pour reconnaître qu'il n'avait pas complètement tort. Ils restèrent un moment là, chacun avec une bouteille à la main, regardant le mot « espoir » écrit en gros rose sur le tableau. « Merci d'être resté, » dit-elle. Il hocha la tête. Je ne savais pas à quel point j'en avais besoin. Quand il partit, cet après-midi-là, Louis l'accompagna jusqu'aux marches. Ils s'assirent un instant, les genoux se frôlant les yeux fixés sur la rue. « Tu crois que les gens peuvent vraiment changer ?» demanda Louis. Owen réfléchit à tous les conseils d'administration, les chambres d'hôpital, le poids de la confiance d'un enfant. Seulement, quand quelqu'un les voit suffisamment pour y croire. Louis leva les yeux. « Moi, je vous vois. » Owen sourit. Juste un homme assis à côté d'un garçon qui avait toutes les raisons de ne faire confiance à personne et qui pourtant le faisait. C'était un début. Et il était exactement là où il voulait être. La semaine suivante, Owen arriva au centre communautaire, juste après midi, sans cravate, sans chauffeur et sans aucune intention de rester en retrait. Il avait appelé à l'avance, non pour annoncer sa venue, mais pour demander à rencontrer le groupe de bénévoles qui gérait les activités quotidiennes. Ils se réunirent dans la salle du fond, les chaises pliantes tirées en un cercle approximatif des blocs-notes à la main et une certaine prudence flottant dans l'air. Ce n'était pas de l'hostilité qu'Owen ressentit en entrant. C'était de la méfiance, celle qui naît de trop de promesses faites par des gens qui ne restent jamais assez longtemps pour aider à ranger. Owen resta debout, au lieu de s'asseoir non pour dominer, mais pour qu'il puisse le voir clairement. Sans filtre, sans posture, sans angle calculé. « Merci d'avoir pris le temps, » commença-t-il. « Je sais que vous avez tous des choses plus urgentes à faire que d'écouter un homme en chaussures vernies parler de communauté, alors je serai bref. Je suis ici depuis quelques semaines. Pas assez longtemps pour tout comprendre, mais assez pour voir ce que je n'avais jamais vu avant. Vous faites quelque chose de rare. Vous gardez un espace que personne d'autre ne garde. Et je veux soutenir cela, pas en le dirigeant, mais en me retirant de votre chemin et en vous donnant les outils pour continuer.
Il présenta alors une proposition, un fonds dédié, des versements mensuels. Aucun logo d'entreprise, aucune communication marketing, simplement des ressources stables et la liberté de les utiliser là où elles étaient réellement nécessaires. Aucun processus de validation par son bureau. Aucune photo pour les réseaux sociaux. L'une des bénévoles, une femme d'âge mûr tenant un classeur rempli de listes d'élèves, leva la main lentement. « Et qu'attendez-vous en retour ?» demanda-t-elle. Owen sourit. « Je veux cesser d'arriver ici comme un étranger. » La salle resta silencieuse un moment. Puis quelqu'un hocha la tête. Puis un autre. Finalement, la pièce sembla exhaler, non pas dans l'enthousiasme, mais dans un accord prudent. Leila, qui était restée dans le coin, sans dire un mot pendant toute la réunion, s'approcha une fois tout le monde parti. « Vous vous rendez compte que vous venez d'abandonner tout le contrôle. »« Peut-être que je n'en ai jamais eu besoin, » répondit Owen. Quelques jours plus tard, il demanda à Leila de le rejoindre au bureau de la fondation communautaire, qui supervisait les subventions du quartier. Il lui tint la porte, et lorsqu'elle entra dans la salle du conseil, elle s'arrêta. C'était un espace simple, une table ronde, une pile de dossiers, une carafe d'eau. Mais le poids symbolique ne lui échappa pas. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle sa voix égale. « Parce que c'est votre programme maintenant, » dit Owen. « Pas seulement la cuisine et les livres, le budget, la direction, la parole. » Leila fixa la chaise vide devant elle. « Je ne me suis jamais assise à une table comme celle-ci. Vous l'avez dirigée sans table pendant des décennies. Je fais juste en sorte que cela porte un nom. » Elle le regarda longuement, comme pour déceler une trace d'ironie ou de pitié. Elle n'en trouva aucune. « Vous êtes sûr de ça? Complètement? » Elle hocha lentement la tête et s'assit. Il n'en fallut pas plus. De retour au centre, Louis marchait désormais avec plus de force. Ses joues avaient retrouvé des couleurs et ses pas ne vacillaient plus à chaque détour. Il aidait les plus petits avec leurs puzzles, indiquait les livres qu'il avait déjà lus, expliquait les mots avec une assurance tranquille qui semblait acquise, non répétée. Une fillette d'environ 5 ans tira sur la veste d'Owen un matin. « Vous êtes le papa de Louis. » Owen rit doucement, s'accroupissant près d'elle. « Non, j'ai simplement la chance d'être son ami. » La petite hocha la tête comme si cela suffisait parfaitement. Ce week-end-là, le centre organisa sa première journée portes ouvertes sous la nouvelle initiative de financement. Leila avait tout préparé avec l'équipe, quelques discours, un repas partagé, une table de livres donnés, accessibles à tous. Pas de scène, pas de projecteur. Juste des gens de la nourriture et des histoires. Lorsque Leila prit le micro cet après-midi-là, la salle se figea. Elle se tenait droite dans une robe simple et un cardigan doux. Pas de maquillage, pas de mise en scène. Elle regarda chaque visage devant elle. Nous n'avons pas commencé cela avec des plans ou des prévisions. Nous avons commencé parce que les enfants avaient besoin d'un endroit sûr pour être eux-mêmes. Et au fil du temps, nous avons ajouté des livres, de la nourriture, des médicaments, parce qu'ils en avaient besoin aussi. Mais la vérité, c'est que la seule chose dont une communauté a vraiment besoin, pour grandir, survivre, se sentir entière, c'est d'être vue. Parfois, il ne faut que ça, quelqu'un qui remarque que nous sommes là. Owen écoutait depuis le dernier rang, les bras croisés, non pour se fermer, mais pour se stabiliser. Il ne bougea pas, ne parla pas, ne sourit pas pour une caméra. Il n'y en avait pas. Mais quelque chose se desserra en lui à chaque mot qu'elle prononça. Quand les chaises furent repliées et les dernières assiettes rangées, Owen resta pour aider à empiler les plateaux. Leila le rejoignit en lui tendant un sac de petits pains restants. « Ils ont aimé ce que vous avez fait aujourd'hui. Ce n'était pas à propos de moi. » Elle hocha la tête. « Exactement. » Ils sortirent dans la lumière déclinante. La rue était calme. Les enfants étaient partis.
Le bruit s'était dissipé, mais l'air vibrait encore faiblement de ce qui avait été créé là. Leila regarda le terrain de jeu, puis Owen. « Vous n'avez pas changé le monde aujourd'hui. » Owen suivit son regard. « Non, dit-il. Mais j'ai aidé quelqu'un à y rêver. » Leila ne sourit pas, mais sa main effleura légèrement son coude. « C'est comme ça que ça commence, » dit-elle. Et à cet instant, sous un ciel qui passait du doré au gris, aucun d'eux n'eut besoin d'en dire davantage. Le courriel arriva, un mercredi après-midi, glissé entre un rappel pour le renouvellement du médicament de Louis et une annonce transférée concernant une collecte de livres. Leila faillit le supprimer sans l'ouvrir, pensant que c'était du spam ou une liste d'envoi à laquelle elle n'avait jamais souscrit. Mais l'objet la figea net, invitation à intervenir. Conférence voix citoyenne dans l'éducation. Elle le lut une première fois, puis une seconde, puis une troisième, plus lentement, mot après mot. On l'invitait, elle, à prendre la parole dans un forum municipal, aux côtés d'enseignants de défenseurs de la jeunesse et de responsables associatifs. Il voulait entendre parler du programme de lecture des enfants d'elle. Elle ne répondit pas ce jour-là, ni le lendemain. Le vendredi, elle en parla à Owen. Il se tenait devant le centre, après la fermeture, regardant Louis lancer un ballon de football mou avec 2 autres enfants sur le parking. « J'ai reçu un drôle de mail, » dit-elle. Owen tourna la tête. « Drôle bien ou drôle mal? » « Ils veulent que je parle dans une conférence municipale sur l'éducation ou la communauté. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air mauvais. » Leila croisa les bras. « Ils doivent me confondre avec quelqu'un d'autre. » Owen ne répondit pas tout de suite. Il observa les enfants jouer un instant, puis se tourna vers elle pleinement. « Si cette salle existe, elle t'appartient. Ce n'est pas à eux de décider si tu as ta place. C'est à toi. » Leila secoua la tête, les lèvres serrées. « Je n'ai jamais parlé, derrière un pupitre. Je parle aux enfants assis sur des tapis aux mamans dans leur cuisine, pas à des professionnels en costume. »« Alors parle comme ça, » dit Owen. « C'est exactement pour ça qu'ils ont besoin de toi là-bas. » Un silence. Puis doucement, « Tu crois qu'ils écouteront quelqu'un comme moi? » Owen ne cligna pas. « Moi, je l'ai fait. » Ce soir-là, elle cliqua sur « Répondre » et écrivit « Oui ». La semaine suivante, Louis l'aida à s'entraîner. Elle s'asseyait à la table de la cuisine avec un carnet pendant qu'il lisait à voix haute ce qu'elle avait griffonné au crayon. Il corrigeait doucement, rayant certains mots, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'il disait « Il mérite de t'entendre clairement ». Elle réécrivit 2 fois, mais resta fidèle à elle-même. Des mots simples, des phrases vraies. Une nuit, il demanda « Tu as peur ?» Elle hocha la tête. « J'ai été invisible presque toute ma vie. Me lever là-bas, ça ressemble à crier dans une église. » Louis sourit sa dent manquante, donnant de la douceur à son visage. « Peut-être que cette église a besoin qu'on crie un peu. » Le matin de l'événement, Leila enfila un cardigan propre et un pantalon bien repassé. Ses bonnes chaussures brillaient autant que possible. Elle refusa que quiconque rédige son discours. Elle ne voulut pas de diaporama, pas de texte affiché sur un lutrin. Elle glissa ses notes pliées dans son sac et entra dans la salle municipale du centre-ville peu après 10 heures. Owen était déjà là assis, 2 rangs avant le fond. Il ne fit pas signe et n'attira pas l'attention. Il la regarda simplement avec ce calme qui disait « Tu n'as rien à prouver ». La salle comptait environ 70 personnes, directeurs d'école bibliothécaires, financeurs, militants associatifs. La plupart portèrent des badges des titres ou des polos aux couleurs de leurs organisations. Leila, elle avait une étiquette où était écrit « Madame James » simplement. Quand on l'appela, elle marcha calmement jusqu'à l'avant, déplia sa feuille, puis ne la regarda pas.
Bonjour, commença-t-elle. Je ne suis pas venue pour impressionner qui que ce soit. Je suis venue parce que quelqu'un enfin a demandé. Elle fit une pause. Quelques stylos cessèrent de bouger. Je n'ai pas de diplôme en éducation. Je ne suis ni directrice, ni responsable de programme. Je suis une grand-mère qui élève son petit-fils. Et chaque samedi, je m'assois sur une chaise pliante et j'écoute des enfants lire à voix haute. Pas parce que j'ai été formée pour ça, mais parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui reste. Elle leur parla de Louis, des autres enfants du centre communautaire, qui avaient commencé avec presque rien, une étagère cassée et 3 boîtes de livres donnés. Elle raconta les enfants lisant à la lumière du couloir, les barres de céréales partagées pour que personne ne se sente exclu. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'utilisa pas de chiffres. Elle dit simplement la vérité. Puis elle fit une pause, ajoutant quelque chose qui n'était pas dans ses notes. Il y a des années, j'ai aidé à élever un garçon dont les parents sont partis trop tôt. Il a grandi dans une maison trop grande et trop silencieuse. Je lui préparais son déjeuner. Je pliais ses chemises. Je passais devant ses trophées. Il ne m'a jamais demandé comment était ma vie et je n'en attendais rien. Mais je l'ai vu grandir et je l'ai aimé comme un fils, même quand il ne me voyait pas debout juste là. Et maintenant, il me voit. Cela me dit que chacun de nous peut changer si on se laisse cette chance. À la fin, elle replia sa feuille. On n'a pas besoin d'un titre pour diriger. On a besoin d'être présent et d'avoir du cœur. Elle descendit de l'estrade. Il n'y eut pas d'ovation, debout pas d'explosion d'applaudissements. Mais mieux que ça, la salle devint immobile, comme si elle venait d'assister à quelque chose de rare. Quand les applaudissements arrivèrent, ils furent lents, constants, profondément sincères. Après, les gens formèrent une petite file. Pas beaucoup, mais assez. Une enseignante demanda un conseil. Une responsable associative proposa de partager des livres. Une élue municipale lui demanda de rencontrer leur conseil scolaire. Leila acquiesçait doucement, prenait chaque carte de visite à 2 mains, disait simplement « merci », avec un sourire modeste qui ne s'élargit jamais tout à fait. Dehors, Owen attendait sur le trottoir, tandis que les derniers participants quittèrent la salle municipale. « Tu n'as même pas regardé tes notes sur le pupitre », dit-il, une pointe d'admiration dans la voix. Leila haussa légèrement les épaules, calme et posée. Je n'en avais pas besoin. Owen sourit. « Qu'est-ce que ça t'a fait de te tenir là-haut » Elle inspira réfléchie. Bruyant, mais un bon bruit, celui qui atteint les endroits où le silence n'arrive jamais. Ce soir-là, de retour sur le perron de chez elle, Leila s'assit avec Louis. Le ciel devenait d'un mauve, tendre une lumière douce qui rendait tout plus léger. Louis lui tendit une petite brique de jus, l'une de celles qu'il gardait toujours au frais, rien que pour lui. Ils restèrent côte à côte, sans parler un long moment, jusqu'à ce qu'il la regarde et demande « Alors, tu vas faire d'autres discours maintenant ?» Leila rit pas un grand rire, mais un vrai. « Peut-être, mais pas pour les applaudissements. »« Alors pourquoi ?» Elle leva les yeux vers le ciel, puis vers la rue calme devant eux. Sa voix était douce, mais sûre. « Parce que quelque part, il y a une autre femme comme moi, assise au fond d'une salle d'école, convaincue que sa voix ne compte pas. Peut-être que si elle entend quelqu'un comme elle parler, elle croira qu'elle compte elle aussi. Et peut-être qu'elle se lèvera. » Louis posa doucement sa tête contre son épaule. « Tu les as fait écouter aujourd'hui. » Elle hocha la tête lentement, le poids de cette vérité reposant sur elle comme une caresse. « Non, dit-elle. Je ne les ai pas forcés à écouter. Je leur ai rappelé. Nous sommes toujours là. » La salle du conseil n'avait pas changé. Les mêmes parois vitrées, les mêmes chaises en acier brossé, la même eau filtrée alignée dans des carafes identiques au centre de la table.
Owen se tenait à la tête de la table, les paumes posées à plat sur le bois froid, le regard stable, la voix calme. Ce n'était ni un argumentaire, ni une supplique, juste un homme décidant enfin de parler sans la protection des tableaux Excel. « Je veux restructurer une partie de notre portefeuille d'investissements sociétaux », commença-t-il. Pas sous le marketing, pas sous la stratégie de marque. Je veux un volet autonome avec un conseil consultatif indépendant et des indicateurs séparés. Un des administrateurs se pencha. « Et quel serait le retour ?» Owen répondit sans la moindre hésitation. « Dévie de la stabilité de la confiance. » Un autre demanda. « Et qui décide exactement où cet argent va ?» « Les gens sur le terrain, » dit Owen. « Enseignants parents, responsables communautaires. Et Layla James en fera partie. » Des murmures, des sourcils levés. Quelqu'un prit des notes. Au bout de la table, Geneviève se redressa légèrement, ajusta son stylo et le regarda longtemps d'un regard impossible à lire. « Depuis quelques mois, vous détournez une attention significative du cœur de l'activité, » dit un membre. « Certains s'interrogent sur la durabilité de votre engagement. » Owen s'écarta lentement de la table et se tourna vers l'écran mural. Mais il n'afficha ni chiffres ni courbes. À la place, une image apparut Louis, assis sur une chaise pliante, lisant à 2 enfants plus jeunes. Derrière lui, l'inscription écrite à la craie « Cercle de lecture du samedi ». Nous avons bâti notre succès en résolvant des problèmes que d'autres ignoraient, dit Owen. Nous avons anticipé les besoins. Nous avons créé de la valeur. Mais ces derniers temps, nous avons mesuré l'impact par le seul prisme de la marge. Ce n'est plus suffisant. Pas maintenant. Nous avons la possibilité d'investir dans ce qui compte avant que cela ne devienne une crise. Il marqua une pause, puis ajouta « Je ne m'éloigne pas de l'entreprise. J'y entre plus profondément. » Un silence retomba lent et épais. Geneviève parla enfin. Et l'image, la perception publique. Owen soutint son regard. La marque survivra au fait de dire la vérité. Et la vérité, c'est que pendant des années, nous avons bénéficié d'une communauté à laquelle nous n'avons presque jamais parlé. Ça s'arrête maintenant. Elle tapota 2 fois son stylo. Un geste qu'elle faisait toujours lorsqu'elle acceptait quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Puis elle hocha la tête. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'ai vu ce que cela a produit. Peut-être que c'était la partie que je devais voir en premier. Le vote passa. 2 semaines plus tard, Owen était assis dans son bureau à domicile, non pas avec des rapports ou des analyses de marché, mais devant un document vierge sur son ordinateur. Le titre « À Madame James, un autre héritage ». Ce n'était pas destiné au public, juste à lui-même. Une manière de consigner le changement, d'admettre l'homme qu'il avait été et celui qu'il tentait de devenir. Il détailla les paramètres de la fondation des fonds anonymes, aucun panneau de donateur, aucune plaque de reconnaissance. Une seule règle que les bénéficiaires ne soient jamais obligés d'exprimer de la gratitude, seulement de continuer à construire à vivre. Il retrouva Layla au centre ce samedi-là, les documents déjà signés, la structure approuvée. Elle était assise sur le banc, à l'arrière, sous l'arbre, les mains croisées sur ses genoux. Il lui expliqua tout l'indépendance, l'autonomie, le pouvoir décisionnel. Elle écouta, puis dit finalement « Tu ne donnes rien, Owen. Tu rends simplement au monde qui t'a élevé. » Il la regarda sans parler, puis répondit calmement « Merci. » Ce même après-midi, Louis lui remit une lettre écrite à la main sur une feuille lignée « Tonton O, si un jour je deviens médecin, je veux ouvrir un endroit comme toi, où personne n'a besoin de montrer son portefeuille avant de montrer ses blessures. Merci d'avoir cru en nous. Avec amour, Louis. » Owen garda cette lettre dans son portefeuille. Pas dans un coffre-fort, pas accroché à un mur. Simplement là contre lui, à portée de main. Le mois suivant, lors d'un sommet interne du leadership, Layla fut présentée discrètement comme conseillère externe.
Pas de discours, pas de diaporama, juste un nom sur le programme et une chaise à la table. Après la réunion, Owen et Louis traversèrent l'atrium de l'entreprise. Ils s'arrêtèrent devant un mur de photos des anciens présidents, dont celle du père d'Owen. Louis leva les yeux. « Tu crois qu'il serait fier? » Owen réfléchit un instant. « Je crois qu'il nous reconnaîtrait enfin, toi et moi. » En repartant, un employé croisa leur chemin. « Bonjour, Owen. » Pas de titre, pas de rigidité, juste un prénom dit avec chaleur. Owen hocha la tête et tint la porte pour Louis qui entra dans le bâtiment comme s'il y appartenait. Parce que désormais, c'était vrai. Rejoignez-nous pour partager des histoires qui comptent vraiment en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.